Bonjour, je suis Delphine Chabert. Bienvenue dans Chabert Envoie, un podcast de campagne parce que je suis candidate aux élections du 9 juin 2024. Un podcast pour donner la voix à d'autres parce que pendant mon mandat, j'ai travaillé de toutes les manières à rendre visibles les invisibles. Les aides ménagères, les mamans solo, les travailleuses du sexe, les personnes sans abri, les jeunes en décrochage, les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale. Députée, j'ai porté leur voix dans les lieux de pouvoir, là où les décisions se prennent, mais pas par ces gens-là. Alors comme je fais campagne pour continuer à être députée, j'ai ouvert mon espace de parole à des personnes qui m'inspirent, des femmes beaucoup, mais pas que, parce que tout dans leur histoire est politique et que leur voix compte. C'est comme ça que je conçois la politique, que je la respire et que je veux la faire vivre avec vous. Allez, c'est parti pour 15 minutes de discussion, ou plus, et 1000 émotions, idées ou envies à partager. Bonsoir, ce soir j'invite Pincée de Coco. Pincée de Coco, tu es une artiste, une jeune artiste que j'ai rencontrée. La première fois, c'était au Parlement. C'était en pleine journée, à un moment où c'est normal que moi je sois au Parlement, mais toi c'était un peu bizarre parce que tu aurais dû être à l'école à ce moment-là. Et en fait, tu étais là, tu parlais devant des députés et tu nous as montré un film de Pierre Schoenbrod sur la santé mentale. Et tu nous as un peu, nous, les gens qui avons vu ce film, tu nous as un peu secoués, toi et les autres jeunes qui étaient là, vous étiez plusieurs. Vous nous avez secoué un peu sur ce que vous vivez, vous, ces jeunes-là qui avaient osé prendre la parole, parce que je trouvais ça extrêmement courageux, sur ce que vous avez vécu pendant la période du Covid, mais en fait, qui étaient des choses que sans doute vous viviez avant et que sans doute vous vivez peut-être encore maintenant ou d'une autre manière. Et donc, tu as eu des paroles très, très fortes sur cette question de la santé mentale. Et voilà, j'aimerais bien, si tu es OK pour ça, que tu nous partages un peu ce message que tu m'as adressé à moi au Parlement ce jour-là. À la base, moi, j'ai commencé ce projet en me disant, il faut parler. J'ai vécu le confinement à l'hôpital. J'ai vécu le décrochage scolaire aussi. J'ai vécu tout ça et ça a été très dur. Et je me suis dit, plein d'autres jeunes, ça a dû être super dur et on porte leur voix. Et c'était juste ça à la base. Et en fait, plus le temps passait, plus on a rencontré des jeunes, plus on s'est instruit sur le sujet. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était beaucoup, beaucoup plus loin que ça, plus politique que ça, en fait. Et se dire, dans les écoles, il n'y a pas... le décrochage n'est qu'une conséquence de tout le système, en fait. Et le problème, c'est que c'est les jeunes qui en prennent plein la gueule, littéralement. Et que c'est nous, les jeunes, qui devons nous remettre en question et pas les adultes. Et en fait, c'est là où moi, mon rôle, je pense, est le plus principal dans tout ce collectif qui s'appelle Tout va s'arranger ou pas. C'est qu'en fait, j'ai énormément remis en question la personne que j'étais, mon fonctionnement, ma position en tant qu'élève étudiante, pour justement me dire, en fait, c'est moi le problème, je ne corresponds pas à ce qu'ils attendent de moi, et c'est ce que malheureusement presque tous les élèves ressentent. Et en fait, tout ce projet-là m'a permis de comprendre que, en fait, non, j'ai des efforts à faire, ok, mais de l'autre partie, il y a des efforts qui n'ont pas été faits et une démarche qui n'a pas été faite. Donc d'office, je me suis tout le temps confrontée à un mur. Et donc là, c'est vraiment notre projet. Et ça ouvre. En fait, ce qui est vraiment magique, c'est que j'ai réussi avec mon histoire personnelle et mon bagage personnel, j'ai réussi à me déposer dans ce collectif et à transformer tout ça en forme de combat politique, ce qui est vraiment le cas. Et du coup, maintenant, on parcourt. Il y a 2 jours, on était au Festival du journalisme à Namur. Et il y a eu des jeunes du PPJ, il y avait des jeunes d'école, il y avait encore plein de public. Et c'était ouf, parce que dans le public, j'ai vu une jeune qui est venue à 2 projections et qui m'a dit, je suis en centre et le fait de te voir parler de tout ça et tout, ça me donne espoir pour plus tard. Et je me suis dit, c'est dingue, parce qu'en vrai, ces jeunes-là, ils ont juste besoin d'entendre quelqu'un... ils ont juste besoin d'entendre la vérité et qu'ils sont pas seuls, en fait. Et ça s'arrête là, de se dire, en fait, au début, on faisait ça pour les adultes, genre pour qu'ils se rendent compte, pour que les adultes se rendent compte de ce qui se passe. Mais en fait, maintenant, ça a pris tellement d'ampleur parce que maintenant, ça compte pour les jeunes qui doivent dire aussi, on est tellement à penser qu'on est seul, à vivre ça, à être hors des normes, à ne pas savoir aller à l'école, à être enceinte, à pas avoir de parents, tout ça, et on se sent très seul et personne n'en parle, vu que les adultes, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas ressentir. Et donc,
les adultes n'en parlent pas, et vu qu'on donne pas de place à la parole des jeunes, ben, aucun autre jeune... Enfin, moi, je pense que si j'aurais entendu une jeune me dire des choses que je dis maintenant, ça aurait peut-être changé ma vie, quoi. Me dire, oh, putain, c'est ouf, en fait, bah, je suis pas seule, genre, je suis pas folle, quoi. Je suis pas... Et du coup, c'est comme ça que ça... Au début, on touchait vraiment les spécialistes, les enseignants, pour leur dire, écoutez, changez votre manière de travailler. Comment vous avez rebondi face au Covid, c'est pas du tout OK. Les élèves ont été dévastés par ça. Les taux de suicide ils ont augmenté de ouf, de décrochage a augmenté, et c'est super dur. Et nous, on amenait juste cette vérité-là. Ouais. 1 an après, maintenant, dans 3 semaines, on part à Lyon pendant une semaine et on va préparer le tome 2 du documentaire. Ouais. Et là, c'est vraiment la suite, quoi. Tout ce qui s'est passé. OK, il y a eu le Covid. OK, c'est important d'en parler. OK, on arrive toujours avec cette réalité. On fout la claque. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est la question qu'on nous pose à chaque fois, en fait. C'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on sait qu'il se passe ça. Mais genre, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et on n'a pas toutes les solutions. Et on va les chercher. Et je pense que déjà, la première étape, elle est enclenchée on porte la voix, en fait. Et je sais que juste parfois être là et peut-être dire même 3 mots, faire un slam ou tenir un discours de 1 heure, ça fait quelque chose, parce que moi, je porte la voix pour des jeunes qui auraient jamais cru que nous, on aurait pu être mis devant, quoi. Et de se dire aussi qu'on n'est pas sale. C'est ça aussi, ce truc d'invisible où ce rapport qui touche du coup l'estime de soi. Et le fait de se dire, on est sale parce qu'on n'est pas beau aux yeux du monde, tu vois. T'as l'impression que c'est ça qu'on vous renvoie. Quoi, l'école, les adultes, les adultes, l'école. Même par rapport à toutes les injonctions par rapport à la manière de s'habiller, par exemple. Aussi, les ports du voile, enfin tout ça, la polémique autour du port du voile, les jeans à trous, les crop tops, tout ça. Et moi, je sais qu'à chaque rentrée d'école, j'arrivais avec un crop top de ouf et je me faisais renvoyer chez moi. Ouais. Mais c'est des trucs en mode... OK, c'est une énorme politique et je ne vais pas élargir le sujet sur ça parce que tout le monde en parle, mais te dire que la manière dont tu t'habilles peut être perçue pas OK. Et j'arrive en training, on me dit que c'est pas OK parce que ça fait baraki. J'arrive en crop top, ça fait pétasse. Enfin, je veux dire, à un moment, tu vois, et moi, mes cheveux afro, ça dérange. Mes cheveux tressés, moi, ça me fait mal. Enfin, je me gratte, on pense que j'ai des poux. Il y a tout un truc aussi. Enfin, c'est hyper. Et du coup, t'es là en mode, tu sais même pas. Enfin, tu te réveilles le matin, tu sais même pas comment t'habilles au final, tu vois. Genre, Parce que tu te sens jugé en permanence. Ouais, c'est ça. Et tu penses que t'as pas la place d'être qui tu es, comme t'as envie d'être. Totalement. Et ça vous rend malade. Ouais. Pincée de coco, tu crois ? Moi, je pense que ça tue l'estime de soi. Et l'estime de soi, c'est quand même un pilier dans la santé mentale. Et je pense qu'honnêtement, l'école, c'est la moitié... Enfin, c'est ce qui tue le plus un enfant. Parce que le truc, c'est que aller à l'école, c'est un stress constant, déjà. Le fait d'être évalué tout le temps, le fait de se lever tous les matins, d'être au top, d'aller bien, d'être entouré de gens aussi, d'être dans une foule tout le temps, d'être face à des profs qui sont au bout de leur vie aussi, tu vois. Parce que c'est là où moi, je trouve hyper intéressant la réflexion que je me suis faite grâce à ce collectif, c'est de me dire, OK, on a énormément craché sur les adultes, je suis la première à le faire, mais parce que personne nous a expliqué à quel point eux aussi souffraient, tu vois. Et ça, c'est un truc qu'on ne dit pas à l'école. Et moi, j'ai découvert ça beaucoup plus tard, parce que justement, je travaille énormément avec des adultes, mais sans ça, là, j'ai une petite paix intérieure de me dire, OK, en fait, nous les jeunes, on n'est pas les seuls à souffrir, tu vois. Et c'est horrible de dire ça, mais ça rassure, parce que du coup, c'est comme si ça excusait... Enfin, ça excuse pas, mais c'est peut-être un peu plus compréhensible, tous ces comportements de dire... T'as des profs, ils débarquent à l'école, ils sont saouls, ou ils puent l'alcool, ou ils tirent des têtes de déterrés, enfin, ils sont là au bout de leur vie, ils te regardent, ça se voit, ils ont pas envie d'être là. Et toi, t'es là en mode, mais mec, moi non plus, j'ai pas envie d'être là, tu vois. Genre, enfin, on est dans le même bateau, donc pourquoi... Enfin, sauf que toi, tu nous diriges. Et je pense que ce truc où il y a eu trop de distance et de rapport de force, et c'est là où, moi, mon but, c'est d'enseigner ça aux enseignants. Ouais. C'est de dire, c'est OK, enfin... Genre, c'est OK qu'eux soient pas en pleine forme aussi, tu vois. Et que, genre, justement, parlons-en. Et je pense que c'est là où il y a le plus gros problème entre adultes et enfants, c'est de dire, comme nous on fait là maintenant, se poser à la même table et dire, OK, on a peut-être un certain âge de différence et une expérience de différence, mais on ressent la même chose, on a le même épuisement mental. Enfin, et c'est là où ça devrait se rejoindre.
et on se sentirait plus écouté en tant qu'enfant, de se dire, ben, en fait, eux aussi, ils vont pas bien. Et nous-mêmes, nous prendre en compte et nous responsabiliser, de dire, ok, aujourd'hui, je vais pas bien. Genre, je sais, moi, je me rappelle que, un bête exemple, une prof, qui était pas vraiment une prof que j'aimais bien, elle est arrivée un jour en disant, écoutez, j'ai perdu ma mère, je suis en deuil, je suis là parce que je vais vous donner mon cours, mais j'aimerais un peu de respect. Et je me rappelle que ce jour-là, la classe était nickel. Et il y a un truc de respect, tu poses dans quel état tu es et que tu viens nous donner cours. Et en fait, nous, on a une forme de respect. Et je me rappelle que ce jour-là, ça m'a marqué, parce que c'était il y a longtemps en plus. Ça m'a marqué parce qu'elle avait amené ça en mode elle était épuisée et elle était là parce qu'elle voulait, parce qu'on avait un suivi de cours et elle voulait pas manquer les cours. Et je me rappelle qu'on avait eu une forme, moi-même, qui était une enfant très turbulente, j'avais eu une forme de respect pour le fait qu'elle avait amené ça sur la table. En fait, tu as besoin de sincérité, de vérité. C'est comme si tout le monde était dans des rôles. Ouais. Mais alors, ce serait quoi pour toi aller bien? La communication, déjà, la base, la communication, la manière de faire respecter les règles, parce que c'est ça aussi. Je pense que oui, il doit y avoir des règles, parce qu'on est on vit en communauté et que c'est hyper important, mais il y a la manière de l'apporter, de les faire se faire respecter. Et je pense qu'il devrait y avoir énormément un travail de miser beaucoup plus sur le coopératif. Moi, je sais que nous, on mène un combat, c'est essayer d'installer des groupes de parole dans les écoles, des ateliers d'écriture, de ramener une forme artistique où c'est plus individuel, c'est pas on arrive chacun à sa table, fait son cours, son exercice et puis rentre chez lui. Et c'est ça aussi, c'est que l'école, c'est le premier quart de notre vie et c'est là où on se construit. Et je pense tout le monde a tendance à oublier ça et que du coup, on est vraiment dans le fait de faire. Et je pense aussi au fait qu'il y a des gens pour qui l'école, c'est le seul échappatoire. Oui. Et que à la maison, ça se passe pas bien. Et si à l'école, ça se passe pas bien, ils ont plus rien. Et qu'en fait, je pense que l'école, ça devrait être un lieu de ressources plutôt qu'un lieu de stress, et de dire ok, tu viens parce que tu es libre, tu as la chance d'avoir un endroit où tu peux apprendre et que ça devienne bienveillant. Et moi je sais que c'est ce qui a manqué le plus, c'est la bienveillance en fait, de dire moi j'étais hyper transparente et je me disais si j'arrive en étant moi et si j'explique tout sur la table, comment je suis, comment ça se passe dans ma tête, peut-être qu'ils vont comprendre et ils vont faire la même chose. Et en fait je pense que ça a justement trop dérangé. Oui, ça a posé trop de problèmes parce que je suis arrivée pleinement moi en disant que j'avais des troubles mentaux et que je souffrais de plein de choses et que en plus j'ai le TDAH, dyslexie et tout. Et il y a des aménagements, mais ça aussi, c'est un truc qui est hyper fort boycotté, ou qui est... on fait des choses histoire de... C'est hyper dur à traiter à l'école, et en fait, les gens veulent pas... avec toutes ces difficultés-là, on me dit, ok, tu vas essayer, et on verra si ça marche ou pas. Faire face à une difficulté, tu sais, c'est comme si tu dis à quelqu'un, tu vas t'occuper de 20 enfants. Et il dit, ouais, trop bien, des enfants, c'est trop mignon, c'est trop doux. Et il se retrouve devant les 20 enfants et en fait, il n'arrive pas à les gérer. Tu vois, c'est ce truc de dire, en fait, tu peux pas jouer avec la vie des gens comme ça, tu vois. Tu as parlé aussi tout à l'heure d'ateliers d'écriture, le besoin, la nécessité de s'exprimer collectivement. Moi, j'ai eu la chance de devoir performer plusieurs fois, Pincée de Coco, en tant que slameuse. Donc, je pense que je t'ai entendu dire, j'ai écouté tes textes. Qu'est-ce que ça t'a apporté, justement, que tu n'as peut-être pas trouvé dans l'école? Et c'était vraiment fort ce que tu as dit sur l'école, mais c'est quoi la place du slam dans ta vie et qu'est-ce que ça t'apporte à toi en tant qu'artiste et que jeune femme qui a des choses à dire ou que, voilà. Moi, j'ai commencé à écrire à l'hôpital parce que très jeune, je parlais pas. En vrai, j'étais tout le temps en colère. Et je parlais pas parce que... Je sais pas, en fait. Je sais pas pourquoi. Mais tu parles pas quand t'as un enfant et que tu souffres, en général. Et juste, une personne m'a dit, écoute, tu parles pas, écris. C'est une autre forme de communication si tu veux pas parler, mais il faut que tu fasses quelque chose. Et en fait, ça a commencé comme ça, où j'ai écrit ce que je ressentais, et j'allais à mes rendez-vous psy avec ces textes. Et en fait, notre consulte se passait autour du texte que j'avais écrit. Ouais. Et en fait, ça a vraiment été un vrai chemin thérapeutique autour de ça. D'ailleurs, ce psy, je le vois encore à l'heure d'aujourd'hui, et c'est un truc de fou, quoi, parce que je lui envoie mes vidéos de slam, c'est trop cool. Et il y a vraiment eu... Moi, j'ai vraiment eu cet accès de...
tout me bouffait à l'intérieur. Parce que c'était trop intense, parce que le monde, en fait, tu sais, quand t'es jeune et que tu souffres, le monde, t'as l'impression qu'il est contre toi. Ouais. Et du coup, tout, tu le gardes. Et en fait, moi, j'avais tout le temps cette notion de me dire, si je parle ou si je fais quelque chose, je vais exploser et tout va s'anéantir autour de moi. Tu vois, et c'est comme si j'avais une forme de responsabilité. Parce que du coup, j'étais dans une famille qui souffrait énormément aussi. Et du coup, j'avais l'impression d'être le pilier de la douleur. Et donc, t'as un peu ce truc de quand t'es enfant et qu'on te parle pas, bah, tu te crées tes croyances toute seule dans ta tête. Et moi, personne ne me parlait, on me disait jamais rien. Je suis descendante d'un père qui a vécu le génocide au Rwanda. Ben, on parle pas. Enfin, c'est des trucs où tu gardes en fait. Et quand on te parle pas, tu te fais tes propres croyances. Et moi, je m'étais portée sur le dos que si je faisais. En fait, chaque fois que je faisais quelque chose de mal ou que je faisais quelque chose, ça détruisait tout autour de moi. Et du coup, ça m'a bouffé et je l'ai mis en écriture. Et en fait, pendant longtemps, du coup, à chaque fois que j'avais l'impression d'exploser ou d'être submergée par quelque chose, pour pas que ça détruise autour de moi, je le mettais sur une feuille. Et en fait, j'ai énormément ce lien avec la destruction, l'autodestruction, le massacre, la mort, parce qu'en fait, il y a toutes ces douleurs transgénérationnelles. Oui. Et tout ce chemin, par exemple, pour comprendre ça, je l'ai découvert à travers mes textes. Et c'est une introspection, c'est comme aller voir un psy en fait. En Oui. vrai de vrai, c'est comme aller voir un psy, sauf que tu te poses devant une feuille et tu te parles à toi-même. Et Mais là, tu vas plus loin parce que tu te parles à toi-même, mais en plus, tu le partages ouais, parce que tu vas le déclamer et en slam devant des publics. C'est encore autre chose, ça. bah c'est. Ou c'est la même chose, je sais pas. Non, en fait, c'est juste qu'il y a une notion où. C'est comme si c'est devenu politique. Et ce mot, je l'emploie en plus depuis pas si longtemps que ça. Hein. Mais c'est devenu une forme de combat où, à la base, c'est débile et c'est vraiment venu de. J'étais jeune, j'adorais écrire. Je pense que j'écrivais bien. Et du coup, je cherche un atelier d'écriture. Je rencontre une personne qui change ma vie, qui s'appelle Joyce Lime. Et en fait, elle me fait lire mon premier texte. Enfin, elle me fait lire mon texte à voix haute. Et là, je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Enfin, genre, comment ça, tu vois? Et elle me regarde et elle me dit, toi, t'es ma relève, t'es la nouvelle génération de slam. Et il a suffi qu'une personne me dise ça. Et ça a été un peu... J'avais jamais ressenti ça de toute ma vie. Et je pense que c'est arrivé, j'avais quoi, 15 ans. Elle me dit, tu t'es capable de faire quelque chose. Ce que tu fais, c'est bien. Et tu vas y arriver, quoi. Et c'est un truc que j'avais jamais entendu dans mon enfance. Et je me suis dit, bah, si quelqu'un croit en moi, bah, je veux le faire pour elle. Et je sais que mes premières années de slam, chaque fois que je faisais un événement, chaque fois que je faisais un truc, je lui envoyais un message en mode regarde, je l'ai fait, j'ai réussi. Et c'était. À l'heure d'aujourd'hui, elle vient aux événements que moi je fais, quoi. C'est un truc, c'est un truc de malade. Et juste parce que on m'a dit que je faisais quelque chose de bien, j'ai nourri ça. Et en fait, c'est là où est né. Je suis partie déclamer sur scène et je me suis rendu compte qu'en fait, à la base, je faisais juste quelque chose que j'aimais. Et c'est devenu politique, c'est devenu un combat, ça a touché des gens, ça a eu de l'importance. Et en fait, de juste une chose que j'aimais faire a découlé tout un projet de vie, littéralement, vraiment, un métier, tout un projet de vie. Et oui, à l'heure d'aujourd'hui, il m'a fallu 2 ans pour introspecter cet art, ce que j'aime, comment je veux me positionner et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que ça comptait aux yeux du monde, que c'est devenu politique, c'est un combat, c'est une manière de me réapproprier ma douleur, mon passé, les mots que j'ai jamais su dire, en fait, toutes les fois. Et surtout, je pense que le point le plus important, c'est de me dire que si je reste en vie, c'est juste pour que plus aucun enfant ne ressente ce que j'ai ressenti. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment ce truc de loyauté, de dire j'ai vu dans les centres, dans les tout ce que le monde ne montre pas, en fait. Oui. Moi, je l'ai vu. Et je me suis dit, soit j'abandonne et je quitte ce monde parce que c'est trop dur à voir, parce que quand tu as vu ce genre de choses, tu peux pas porter ça tous les jours. Soit tu fais toute ta vie pour que ça change, tu vois. Et c'est là où, justement, ma phrase, c'est changer le monde. Ouais. Parce que, pour moi, la seule raison pour laquelle j'ai envie de rester en vie, c'est pour ces gens-là pour qui on ne croit pas et on ne croit plus, tu vois, qu'on place quelque part et qu'on attende qu'ils ont leur majorité pour qu'ils deviennent SDF et qu'ils dérangent plus le système, parce que c'est comme ça que ça se passe dans les centres, partout, en fait. Tu déranges, ben voilà, encore plus quand t'es une femme, en plus. Ouais. Donc et du coup, et pour moi, en fait, ce qui est ouf, c'est que ça devient politique, parce que le système met ces gens de côté, mais ces gens, c'est les criminels de demain. Et donc
d'une certaine manière, je trouve ça un peu débile, tu vois, de me dire, ben, si on doit agir sur le plan politique et sociétal, ben, tu veux moins de criminalité, tu veux moins de danger dans nos rues, ben, soigner, tu vois, les gens qui vont mal, parce que c'est horrible à dire, mais c'est normal. Quand t'as plus rien et que t'as tout perdu, ben, il y a que comment on appelle ça, le mal, enfin, tu vois, il y a que ça dehors, dans le monde de dehors, tu vois. Et donc... Et donc tu dis, et c'est vrai que je t'ai entendu dans tes slams et sur tes réseaux sociaux, changer le monde. Et donc si demain tu as la possibilité de changer le monde, si demain tu es ministre, tu as un grand pouvoir, tu fais quoi d'abord? Et quelles seraient, je sais pas, tes 3 priorités? Mais qu'est-ce que tu ferais d'abord? Déjà, on réinventerait l'école. De ouf. Et je pense qu'on le ferait enfants et adultes ensemble. Et on trouverait des nouvelles règles ensemble. On mettrait beaucoup plus en avant la coopérativité, comme je disais, l'art aussi, des manières d'expression. Et on ferait plus d'écoles adaptées à toutes sortes de publics aussi. Un peu déconstruire l'idée cliché de l'école. Faire gérer la... Mais en vrai, ça va. La précarité. Parce que du coup... il y a plein je pense notamment à des loisirs ou des choses au quotidien qu'on a envie de faire, auxquelles on n'a pas accès. Enfin, je pense des trucs débiles, mais genre faire de la couture ou Enfin, moi, je sais que j'ai envie de faire de la couture. Je sais qu'il y en a plein, mais il faut savoir. Et en fait, trouver une manière de plus communiquer les choses, d'informer plus les gens sur ce qui se passe. Parce qu'en fait, à Bruxelles, il se passe énormément de choses super bien, mais les gens ne savent pas. Et du coup, je pense que c'est ça qui manque énormément, c'est la communication entre toutes les classes sociales et les gens, en fait, de différentes, autant culturelles aussi. Aussi, amener un... Je pense que je ferais une révolution sur la culture des cheveux afro. Parce que franchement, c'est un combat, mais horrible. C'est super dur. Moi, j'ai grandi avec une mère blanche et donc je me rasais la tête tout le temps. Et là, maintenant que je dois apprendre à communiquer mes cheveux, c'est horrible, c'est super dur. Et personne n'en parle. Je trouve ça trop chiant. Ok, on fera un podcast là-dessus. Et la dernière, c'est la santé mentale. Je pense vraiment, je miserais. Pour moi, je vais miser toute ma vie pour changer ça parce qu'il faut en parler déjà, avant tout. Et on commence seulement à le faire. Mais ça existe depuis des années. Ma première hospice, c'était en 2018 et on en parle seulement maintenant, en 2023. On en a parlé et c'est pas ok. Les gens doivent savoir ce qui se passe, doivent avoir les vraies informations. Parce que quand tu sais pas, c'est là où t'es manipulable. Et en fait, moi, je parle de ça, c'est que ce qui est le plus choquant pour moi, c'est que les adultes savent que les enfants sont naïfs parce qu'ils ne savent pas. Et du coup, d'office, ils se font manipuler. Et en fait, c'est comme ça que les tox ont commencé parce qu'ils sont drogués par des médocs, parce que et après on leur enlève, ils vont prendre de la drogue. Enfin, c'est souvent ça, c'est les mêmes schémas. T'as ce truc de tu leur bourres d'idées, tu leur dis que toute ta vie tu seras incapable d'aller à l'école ou d'aller de faire tel ou tel travail. Moi toute ma vie je voulais devenir décoratrice d'intérieur. On m'a dit non parce que t'es pas assez précise. Et du coup, tu pourras jamais faire ça. Donc moi, j'ai abandonné ce rêve, tu vois. Mais c'est un truc que je voulais faire depuis toute petite. Et c'est plein de trucs comme ça, de se dire, sur la santé mentale, déjà, on veut ouvrir un lieu avec Tout va s'arranger. Ouais. Moi, ça serait de vraiment ouvrir plus de lieux comment on appelle, comme des maisons de jeunes, mais pour de la santé mentale, pour les enfants qui, en fait, souffrent de santé mentale sans trop savoir ce que c'est, venir s'informer, expliquer, rencontrer des jeunes comme moi qui ont vécu des trucs comme ça et on peut partager, faire des groupes de parole et que ça soit plus tabou, en fait que ça soit aussi important qu'aller faire les courses, tu vois, de dire au moins une fois par semaine, je vais dans un lieu comme ça et je vais m'informer sur qu'est-ce que c'est la dépression, comment agir avec une personne dépressive ou comment agir avec une personne qui va mal. Tu sais, il y a la dépression hivernale, et même pas que être dépressif, perdre quelqu'un, un deuil, ça a un chemin. Personne ne sait comment réagir personne, à l'heure d'aujourd'hui, ne sait comment réagir face à quelqu'un qui va mal. Et c'est pas du tout OK. La seule chose que tu peux dire, c'est va voir un psy. Et moi, c'est ce que je dis aux jeunes qui viennent me voir, parce qu'on nous apprend pas, alors que on nous apprend à faire 8 x 7 x 84, mais personne nous apprend comment réagir face à une personne qui pleure devant toi. C'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal et je pense que ça, c'est une éducation à refaire. Et donc, ouais, vraiment, ce serait la santé mentale de ouf et même le bien-être social et de se dire aussi, quand tu croises quelqu'un, de lui demander si ça va, qu'il ose te dire non, ça va pas, pour telle et telle raison. Et que
c'est en parlant, parce que en fait c'est en parlant qu'on te sauve. Si j'aurais jamais dit aux gens que j'allais mal, je pense que je me serais flinguée, parce que c'est comme ça que tu trouves des solutions, parce que les gens se disent ouais mais tu vas mal parce que tu vis ça, mais peut-être qu'en fait j'ai une solution. Et en fait moi je pense que c'est ça qui va sauver le monde, c'est le fait de se dire les choses et de faire toutes les connexions et d'avoir et aussi peut-être ouvrir les gens, de se dire beaucoup de gens vont mal parce que il y a beaucoup d'actions non dites aussi, d'actions maladroites, les gens sont en fait les gens font plus attention aux gens autour d'eux parce qu'ils sont maladroits, parce que on est tellement habitué à être dans le paraître, se dire de toute façon tout le monde va bien, tout le monde a la tête haute, de toute façon moi, mon action à moi, ce que je fais au quotidien n'impacte pas le monde autour de moi. Et c'est comme ça qu'on pense, et je pense que justement plus on montrera qu'en fait ce qu'on fait touche les autres et que les gens vont mal, plus ça va obliger les gens à se faire attention. Ouais. J'ai une dernière question, Pincée de Coco. Est-ce que tu te sens invisible ? Oui. En tant que femme, déjà. En tant qu'enfant qui n'a pas su être écouté à l'école, aussi. En tant que personne qui souffre de problèmes mentaux. Même quand je marche dans la rue, et du coup je me retrouve à faire des coiffures de cheveux multicolores et mettre des trucs super larges et marcher. J'ai appris à marcher d'une certaine manière pour qu'on me voie dans la rue, de parler fort, et du coup oui, mon instinct de survie a réussi à trouver plein d'automatismes pour que les gens me voient quand je suis là, mais sinon toute la personne que je suis aujourd'hui vient du fait que je me sens pas visible. Et on est des milliers, et c'est ça qui me trouve le cœur, c'est que on est vraiment, vraiment des milliers, et que on veut rien à part juste être écouté. Merci, Pincée de Coco. Une discussion avec Pincée de Coco, c'est toujours intense, inattendu, déroutant, mais pour moi, c'est surtout un coup de poing dans le ventre. En tout cas, ça me fait cet effet-là à chaque fois. Les mots de Coco, comme ceux des autres jeunes que j'ai rencontrés ces dernières années, ils ont changé ma manière de voir le monde, parce que maintenant, je vois tout ce qui ne va pas dans notre société. Je vois tous les trous dans lesquels se noient les jeunes parce que on les écoute pas, on leur fait pas de place, on les exclut souvent, on les exclut de l'école, du travail ou d'ailleurs. Pincée de Coco, elle nous dit que c'est OK de pas aller bien et que c'est OK de demander de l'aide. Et surtout, Pincée de Coco, elle nous dit qu'il faut changer le monde. Et elle, de son côté, elle affronte courageusement et très très intimement des questions de santé mentale. Et elle utilise les mots pour s'en sortir. Elle slame, elle râle, elle s'emporte. Elle dit qu'elle comprend rien à la politique, mais elle fait que ça de la politique. Et surtout, moi je trouve qu'elle nous lance un appel. J'aimerais, si je suis élue, mettre la question du bien-être au cœur de l'école et surtout donner la voix aux jeunes. Vous savez, aujourd'hui, le bien-être des jeunes recule d'année en année alors que celui de nos aînés s'améliore. Alors c'est bien qu'il s'améliore, mais c'est pas bien que en fait, nos jeunes n'aillent pas bien et aillent de moins en moins bien. Une société qui abîme ces jeunes au point que le suicide est leur première cause de décès, c'est une société malade. Alors comme pour Chandresa, je veux faire de la santé mentale une cause nationale pour prévenir, soigner et accompagner ceux et celles qui ne vont pas bien. Et les jeunes en premier.